De Magot, Saint-Germain-des-Prés. Une fois par mois, nous sommes là le vendredi. Et nous accueillons qui aujourd'hui? Eh bien, Patrick Sébastien, plus connu sous le nom de l'ogre des Cévennes. Sur ça, toi. Et vous pouvez enlever le rouge, là, s'il vous plaît, parce que... Et Jean-Pierre Mocky, l'homme aux... Allez, 400 000 films à peu près, un peu moins, comme ça. Combien, 60 000 Et on est heureux, 60 000. Et on est heureux de les recevoir avec Céline Alonso. Et maintenant, on va passer un très très bon moment. On espère, ouais. Alors je suis devant des gens que je connais depuis très longtemps. Je suis très heureux de les connaître, qui sont Patrick Sébastien et Jean-Pierre Mocky. Alors vous allez me dire, est-ce que Patrick Sébastien et Jean-Pierre Mocky, ce n'est pas ce que l'autre et un mot appelé la rencontre d'un parapluie et d'une machine à coudre sur une table à dissection. L'acte surréaliste le plus cher. C'est pas surréaliste. C'est pas surréaliste. C'est pas, mais vous connaissez ou pas? Je suis très content d'être de Magot, je reçois André Berkoff. Non, c'est pas surréaliste, on se connaît depuis... 85. Ouais, il m'a fait tourner. On a tourné un film, Le Pactole. Ouais, il m'a fait tourner. Avec des Lafont, la famille Lafont, Bernadette Lafont et Richard Bohringer, ouais. Et Marie Laforêt, parce que c'était sa maîtresse dans le film. C'était ma maîtresse. D'accord. Elle était belle. Uniquement dans le film. Pas dans la vie, quel dommage. Si, elle était magnifique. Elle était belle. Et c'est vrai qu'en fait, j'avais accepté parce que ça me permet de boire des coups. C'est à l'époque où je picolais encore. C'est la dernière année, je crois. J'ai bu d'ailleurs. Et ça me permettait de boire des coups avec Bohringer et Roland Blanche. Et ce Roland Blanche. Pas mal ça. On s'est beaucoup amusé. J'ai d'ailleurs le pire souvenir de ma vie à cause de toi. Ah bon? C'est-à-dire Pas vraiment le pire, mais tu vas comprendre. Un bon. Tu sais, on tournait dans des égouts. Oui. Tu te rappelles? Ouais. On tournait dans des égouts. Vous aviez un rôle de policier, je crois. On tournait dans des égouts et c'était l'hiver et on était pourris. Je puais les égouts, quoi. Et je me fous le dos en l'air. Tu vois, je me coince le dos. Et ce qu'il faut que je parte absolument chez mon kiné qui était pas loin d'ici, là, tu vois. Et donc j'arrive, mais un crade dégueulasse. Je monte au 5e étage, il me soigne. Et quand je reprends l'ascenseur, je pars du 5e et au 3e, ça s'arrête. Et rentre Catherine Deneuve. Wow. Avec la fourrure et tout. Et moi, je suis dans l'ascenseur. C'est le voyage le plus long de ma vie. Je puais les égouts et tout. J'ai essayé de lui expliquer. Je disais, mais je suis en train de tourner avec Mocky, madame. On était comme ça, à 2 cm. Donc je sens mauvais. Je tourne avec Mocky, je sens mauvais, quoi. Voilà. C'est la première fois que je rencontre Catherine dans un ascenseur. Et vous avez reconnu, bien sûr, j'imagine. Toute parfumée qui sort de chez elle. Et moi, je pue les égouts. C'est une honte terrible. Voilà, c'est le souvenir que j'ai de... entre autres... Jean-Pierre, juste Patrick Sébastien, c'était un bon acteur? Moi, je l'ai trouvé formidable et je lui ai dit, tu dois continuer à faire du cinéma. Et puis, il s'est arrêté. J'ai fait un peu de téléfilm. Je sais pas pourquoi il s'est arrêté, parce qu'il avait... La critique l'a trouvé formidable. Il était très, 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 très bien. On a fait des bons téléfilms là qui ont très bien marché et puis après ça m'intéresse, moi je suis comme lui, ça m'intéresse si j'écris, si je participe au truc, juste m'asseoir sur un banc et attendre qu'on m'appelle pour tourner 30 secondes, c'est pas ça. Vous aviez déclaré un jour au Figaro, Patrick Sébastien en cinéma, ça fait peur, je ne suis pas de leur monde. Ah bah non, de toute façon je suis pas de leur monde, ni du cinéma ni d'autre chose, hein. Je suis pas de leur monde, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, j'ai pas la carte comme on dit. Mais lui non plus, il a pas la carte. Alors on va continuer de parler. On est des résistants, voilà. Oui. Alors on va continuer de parler donc cinéma dans quelques instants sur Sud Radio. Mais avant tout, Patrick, parlons bienveillance parce que vous venez de sortir donc ce livre. Et si on était bienveillant, donc aux éditions XO. Alors Brel disait j'ai mal aux autres. Est-ce que c'est votre cas? Pareil. Alors cette phrase de Brel que je connais par cœur, j'ai mal aux autres, c'est exactement ça. Moi j'ai écrit ce livre pour d'abord en regardant ce qui se passe autour de nous, toutes les actus que j'ai vues ces derniers temps, ça va de l'héritage des Hallyday à l'affaire Benalla, à tout ce qui se passe, c'est que de la malveillance. Et moi j'ai une petite fille. Je veux lui expliquer que la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas écraser les autres. La vie, c'est pas faire des saloperies aux autres. C'est un partage. Et donc, j'ai écrit le bouquin à la fois pour tenter de rendre les gens un peu plus bienveillants et pour ne pas décourager ceux qui le sont déjà. Parce que ceux qui le sont déjà, ils regardent, ils se disent mais à quoi ça sert que je sois bienveillant puisqu'il y a que des saloperies qui se passent autour. Et moi je crois à ça, même ma vie ça a été que ça, essayer de faire du bien aux gens. Alors je prends des putains de claques en retour, mais c'est pas grave, je vais continuer à être bienveillant et je le continuerai tout le temps.
C'est ce qui Mais m'appelle. c'est quoi? Attends, comment La bienveillance? Oui. Qu'est-ce que c'est que la bienveillance? Alors elle est paradoxale. Qu'est-ce que c'est? La bienveillance, elle est paradoxale. Par définition, c'est faire du bien à autrui. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme moi qui sont des bienveillants chroniques. D'ailleurs, on pose une question à la fin du bouquin qui anime toutes nos soirées entre amis. Est-ce que l'homme n'est bon ou mauvais? Est-ce qu'il n'est mauvais ou bon? Est-ce que, pour moi... La vieille question philosophique. Voilà, 3000 ans, mais hein. c'est une question, mais quand je faisais mes études de philo, ça m'a toujours passionné, la bienveillance. Moi, j'ai toujours prétendu que l'homme naissait bon et que c'est les circonstances qui le rendaient mauvais. Ma femme Rousseau. Voilà, je suis rousseauiste. Et ma femme n'est pas du tout d'accord. Elle me dit non, il y a certains qui naissent mauvais et certains qui naissent bons. Voilà. Et la bienveillance, eh ben, ça, c'est s'appliquer, c'est faire des efforts chaque jour pour améliorer la vie des autres. Mais c'est très paradoxal. La bienveillance, quelle est la mesure du bien que tu te fais à toi, que tu te fais à toi. Par exemple, j'aborde plein de sujets dedans. L'euthanasie, est-ce qu'elle est bienveillante? Apparemment, elle est bienveillante puisque tu soulages quelqu'un de ses douleurs. Mais quelle est la part du soulagement de tes propres douleurs, de voir l'être que tu aimes très fort souffrir? J'ai abordé tout ça, c'est un bouquin philosophique. Non, c'est avec énormément d'exemples, énormément de... beaucoup d'exemples, d'histoires, beaucoup d'exemples de bienveillance formidables que j'ai vécu. Des choses, je raconte l'histoire de cette petite de Carcassonne, là, qui a eu un accident de bagnole, qui s'est fait choper à la sortie d'une boîte par un mec qui avait 3 grammes. Le mec a été condamné. Été détruite, enfin. Ça va, mais elle a encore, j'ai vu l'autre jour, elle a encore eu une opération. Le mec a été condamné à 6 mois, dont 3 fermes. Et elle a demandé à son avocate, demandé au juge de ne pas l'envoyer en prison. Mais à la place de l'envoyer aux urgences, pour qu'il ne soit pas centré sur sa douleur, mais sur la douleur des autres. Et elle me dit, si je le revois un jour, je lui fais la bise. C'est des exemples de bienveillance formidables, ça. Et j'en ai plein comme ça, des exemples. Et vous-même, la bienveillance, vous la pratiquez pratiquement au quotidien, c'est ça? Je m'efforce, ouais. Et vous dites que quand vous n'y arrivez pas, vous culpabilisez. Vous racontez une anecdote qui m'a bouleversée dans votre livre au sujet de cet infirmier. C'était il y a 15 ans. Ah ouais. Incroyable. C'est un type qui est venu, j'étais à Martel, chez moi, il est venu me faire une prise de sang, tu sais, le matin. Et puis, je voyais qu'il allait pas trop bien, mais j'ai pas approfondi, voilà. Et 2 heures après, il a tué sa femme, il a tué l'amant de sa femme, il s'est mis une balle dans la tête. Et 2 heures après. Et je me dis à chaque fois, je m'attarde sur les yeux des gens maintenant. Je m'attarde sur les regards en me disant, j'ai peut-être raté quelque chose. Alors je prends un exemple un peu plus dramatique, c'est la mort de mon fils en moto que j'ai vu 1 heure avant. Ouais. J'aurais peut-être dû m'attarder un peu plus, peut-être qu'il y avait quelque chose, je ne sais pas, hein, c'est des culpabilités qu'on a toujours. Oui, est-ce que franchement... Mais le fait de s'attarder depuis, je m'attarde souvent. C'est un truc qu'on fait très peu dans nos vies d'aujourd'hui. On passe très peu de temps à regarder quelqu'un dans les yeux, même notre conjoint, passer 30 secondes à le regarder dans les yeux pour peut-être deviner ce qu'il n'ose pas te dire. Et peut-être devancer. Donc je sers beaucoup à ça et ma bienveillance, elle est au quotidien, elle est de m'efforcer et je conseille aux gens de s'efforcer. Mais Patrick, juste maintenant, vous avez un peu de recul, vous n'êtes pas un perdreau de l'année, nous non plus. Est-ce que vous avez rencontré plus de gens bienveillants ou plus de gens malveillants? Sans faire de statistiques. Dans le métier où je suis, là je viens de vivre 4 ans d'une malveillance infinie. Mais je me choisis mes gens. Les gens que je croise, je parle beaucoup de Norbert, mon pote là qui est à Carcassonne. Tout ça, c'est des gens bienveillants. Il faut les traquer. Elle se traque, la bienveillance. J'explique à la fin que c'est même pas une question de lieu, c'est une question de monde. La bienveillance, elle est très souvent à 2, à 3. La foule n'est pas bienveillante en principe. Non. Regarde, il a fait un film dessus, les hordes de supporters, toutes les foules ont tendance à mort l'arbitre, formidable film de... C'est de la malveillance, mais de la malveillance de groupe, tu sais. Parce que tu prends les mecs individuellement, c'est pas sûr qu'ils soient comme ça. Mais non, ce qui m'embête surtout, c'est l'exemplarité. Ce qu'on montre à nos gamins, les réseaux sociaux, qui sont à la fois Et c'est formidable et c'est en même temps pas formidable. C'est formidable parce que ça a permis de donner la parole. Bien sûr. Comme je dis dans le bouquin, le moindre mec du fond de la Lozère, il a égalité de tweet avec le président des États-Unis. Donc ce qui est une bonne chose. Ce qui est une très bonne chose. Alors Patrick, vous parliez tout à l'heure effectivement de la paradoxalité de la bienveillance. Comment être bienveillant dans l'humour? Ça j'en parle. C'est un vrai. Je parle des limites.
Exactement. J'étais allé voir, j'avais fait une farce, j'étais allé voir Mitterrand déguisé en travelot à l'époque. C'est avec Laurent Gérard. Avec je Laurent crois. Gérard qui Ouais. débutait, et j'avais décidé ça, j'ai décidé de le voir pour le remercier de la liberté d'expression. Et on avait eu droit à une interview derrière. Et à l'occasion, je m'étais bien amusé. J'étais allé une première fois en travesti, mais il m'avait dit je vous reçois, mais venez en costume, donc j'ai dit Oui, ok. quand même. Mais dessous, j'avais mis des porte-jartelles et je mettais pas un habit en bleu, blanc, rouge pour le pied de nez. Et là, on avait parlé justement je me souviens parfaitement de ce qu'il m'avait dit, et c'est très actuel, est-ce qu'on doit, toi tu es en plein dedans, tu as eu ces choses-là quand tu as fait le Miraculé, Ouais. est-ce qu'on doit censurer, etc. Et Mitterrand m'avait dit, on ne doit pas faire de loi, ce serait la pierre pour écraser la mouche. C'est à vous de trouver vos limites. On ne peut pas vous imposer quoi que ce soit. C'est à vous de trouver vos limites. Ce qui a beaucoup changé depuis, parce que moi, à la télé où je suis, j'ai des phrases coupées, on peut plus c'est dire. censuré, c'est fini. On a vu ce qui est passé avec la liberté d'expression, mais je voudrais demander à Jean-Pierre Mocky. Jean-Pierre Mocky, pour vous, la bienveillance, parce qu'on était parti sur la bienveillance, c'est quoi la bienveillance pour vous? Ça existe, ça n'existe moi, pas? je suis pas très bienveillant. Moi, je trouve que tout ce qu'il vient de dire est très juste. Les malveillants, il y en a beaucoup, beaucoup. Moi, je suis contre l'injustice. Voilà, moi, je souffre de l'injustice parce que j'ai connu Tati, Fellini, Orson Welles. On les a laissés choir à la fin de leur vie, et ça, c'est dégueulasse. Et je pense à Modigliani. Il est mort sur un banc. Maintenant, ses toiles valent 3 millions. Alors moi, c'est ça qui m'attriste. Mozart a été enterré dans une fosse commune. Molière aussi. Hein? Molière aussi. Molière aussi. Donc c'est surtout ça qui me gêne. Je me demande si un jour un artiste pourra finir sa vie normalement. Oh, s'il passe à The Voice, ouais. Voilà, en n'étant pas considéré comme un pestiféré, parce que nous, Mais maintenant, par moi- essence, on est libre, donc on gêne. Mais oui, mais moi, le fait de la liberté, c'est on nous en veut d'être libre. On nous en veut d'être libre. Et chaque personne qui essaye de faire quelque chose, une œuvre personnelle, il est pas aidé. Et ce qui est très grave, c'est le mécénat qui a disparu. C'est-à-dire avant, Les gens qui donnaient, ouais. Jean Cocteau, qui était un type formidable, il n'aurait pas existé sans les sœurs Weisweiler, parce que sans elles, il n'y aurait pas eu de Cocteau. Buñuel a été financé par le prince de Noailles. Ça, personne ne le sait, en 1930. Ah oui. Et Jean Vigo a été financé par un charbonnier, un type qui faisait du charbon. Alors, il y a eu à ce moment-là des grands mécènes qui ont aidé des artistes indépendants comme ça, et maintenant il n'y en a plus. Alors, un jour, je suis allé récemment voir un monsieur, je vais le citer, il s'appelle Niel. Xavier Niel. Free. Xavier Ouais. Niel. Je crois que vous lui avez même Et- proposé un film que vous vouliez faire avec votre ami Clint Eastwood. Voilà, non, c'est alors ça Clint Eastwood, Ouais. alors tenez-vous bien, on est vieux, hein, on a 85 ans chacun. Clint Eastwood, il est beaucoup plus vieux que ça. Et Il a 88 il a ans. 88 ans et mon ami Woody Allen, il en a 84. Ouais. Et on a présenté le projet à Jérôme Sédou qui a 83 ans. Oui, 84 ans, il nous a dit vous Les êtes papis font de la trop résistance. vieux, vous êtes trop vieux Mais tous c'est les trois. incroyable. Et en on plus, je voulait crois faire- que vous aviez un casting de rêve. pour Et ce on voulait film. faire un film sur les SDF, parce Et que les les migrants, malheureux, ouais. moi j'ai vu mourir un SDF dans la rue, c'est horrible, horrible. Et j'ai voulu faire un film là-dessus, parce que les Américains l'auraient fait. Steinbeck a écrit, et Mingo, ils ont écrit des trucs comme ça. Mais nous, on n'a pas pu faire ce film, et personne ne veut le faire. Incroyable. Pourtant, il n'est pas si cher que ça. Et alors, j'étais l'autre jour avec Olivier Marchal, qui a réussi à faire Carbone pour 10 millions d'euros. Moi, je lui ai dit, j'en ai besoin de la moitié pour faire ce film. Et on n'y arrive pas. Et Clint m'a appelé en me disant, parce que je le connais depuis qu'il était jeune, on était jeunes tous les deux à Rome, et il est prêt à le faire. Mais il est venu en France faire un film sur le train qui a, Oui, où oui. il y avait deux. Le train, le Thalys. Ouais, Le Et Thalys, alors, l'attentat et du alors le Thalys. film n'a pas marché. Non. Alors, Tu sais, le problème, c'est que pour faire des films, aujourd'hui, il faut que ce soit des films qui puissent passer à 20h30 sur une chaîne de Mais télé. Patrick, en tout cas, vous ouvrez votre livre sur la bienveillance par un très joli poème dont vous Ouais. êtes l'auteur et qui m'a vraiment touchée. Ce poème se termine ainsi et vous dites ce que tu dois offrir à celui que tu croises, une épaule pour rire, une autre pour un- pleurer. Ouais, Et quand survient le pire, les deux pour le porter. c'est très joliment Non, mais écrit, c'est Patrick. c'est la vérité. La vraie bienveillance pour un ami, c'est ça. C'est une épaule pour les jours de rigolade, une épaule pour les jours de pluie, et puis quand ça va pas, le prendre sur ses épaules et l'aider à avancer. D'ailleurs, le nouveau spectacle que je fais là, avant que j'oublie, il y a un poème à la fin aussi du bouquin
bouquin, je finis avec ça. Oui, j'ai Je lu. finis avec ce poème-là, mon spectacle. En tout cas, Patrick, vous êtes un poète et j'ai vraiment eu l'impression de découvrir un nouveau personnage, un autre Patrick Sébastien que l'on ne connaît pas. C'est ce que me disent les gens qui viennent voir le spectacle. Et c'est vrai que le pari me plaît beaucoup, moi, d'avoir eu 3 vies, d'avoir une vie d'imitateur populaire qui a très bien marché, d'avoir une vie d'animateur et de chanteur, parce que mes chansons, l'air de rien, ils s'en sont tous moqués, mais elles sont partout, dans les mariages, dans les fêtes, dans les gamins les chantent. Et puis d'avoir ce dernier passage plus profond, qui est plus moi, parce que ça me ramène à mes débuts quand je faisais mes études de philo, moi c'est les lettres qui m'ont toujours passionné. Je suis parti en fait dans le futile, parce que j'avais un prof de philo qui m'a dit « il faut pas vivre pour penser, il faut penser à vivre ». Patrick Sébastien. C'était un ivrogne qui joue au poker et qui était merveilleux. Pensez à vivre. Patrick Sébastien, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio avec donc Jean-Pierre Mocky. Le grand Jean-Pierre Mocky. Le grand Jean-Pierre Mocky, le grand depuis Patrick donc le Sébastien. restaurant mythique Les Deux Magots qui est donc situé en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés et on va parler donc encore de cinéma qui est une de vos passions communes. À tout de suite sur Sud Radio. Les Deux Magots, Paris, Saint-Germain-des-Prés. Et qui? Eh bien, Jean-Pierre Mocky, Patrick Sébastien. Et ça va chauffer grave. Et oui, on l'espère, on l'espère. Alors Patrick Sébastien, dans la première partie de l'émission, pardon, nous avons parlé donc de votre livre sur la bienveillance que vous avez publié donc chez Ixo, édition. Dans C'est un mon instant. plaisir l'écriture, hein. C'est mon vrai plaisir. Et C'est ma vraie vous nature. avez une très belle plume, Patrick. On m'a toujours dit ça. non mais j'aime, je suis amoureux des mots. Voilà, je suis amoureux des mots. Dès que j'ai un instant de libre, je fais des mots croisés très compliqués. Je fabrique aussi, je suis un verbicruciste, ça s'appelle. Cruciverbis. Oui, mais cruciverbis, Ah oui, c'est ceux qui verbicrucis. font les mots croisés, Ouais. et verbicrucis, c'est ceux qui les fabriquent. Alors- Et il y a une logique dans les mots croisés, c'est un peu comme un footing pour un sportif. Ouais. Avant d'écrire un bouquin, avant d'écrire une pièce, un machin, On s'entraîne. il paraît que ça fait tenir en bonne Et je santé. voudrais qu'on parle, Céline, d'un autre livre, mais je voudrais Oui, que vous le alors montriez, ce livre. exactement. Ah ouais, tu vas me le Jean-Pierre passer, Mocky, d'ailleurs. Une vie de cinéma aux éditions donc Ah, Neva. oui, Vous tiens, venez passe ça, de sortir Jean-Pierre. effectivement Passe ça, ce livre. Ce livre, Jean-Pierre, c'est quoi? C'est une encyclopédie sur votre Vous vie. savez, moi, je suis pas toujours, j'ai pas toujours envie de parler de moi, etc. Je suis pas très orgueilleux. Alors, le problème, c'est qu'il y a 2 jeunes qui ont décidé de réunir dans ce livre qui fait 700 pages et 700 photos Et qui pèse 4 l'ensemble kilos. de mon œuvre. Alors, il y a tout ce que j'ai pu faire et dans Il y ma a vie. toute l'œuvre de Mocky. Voilà, Ah, le alors pactole. aussi bien le théâtre, parce que j'ai joué avec c'est moi. des grands artistes, j'ai joué au théâtre, j'ai fait plein de choses et j'ai fait des films publicitaires, 57 films publicitaires, des documentaires sur le sport, etc., sur les motos, parce que j'étais un admirateur, je faisais de la moto. Alors là-dessus, la moto. Et alors, ainsi de suite. Et ce qui fait que ces jeunes, ils ont compulsé tout ce que j'avais fait dans ma vie et ils ont fait un bouquin. Et dans ce bouquin... Je connaissais pas cette photo où on est tous les deux. oui. Mon Jean-Pierre. Et oui, c'est le Je suis à moitié nu dans un lit. pactole dans lequel vous avez tourné, Patrick, Elle c'est est ça belle cette photo. Là. Et dans ce livre, l'intérêt de ce livre, c'est qu'il y a des bonnes et des mauvaises critiques. J'ai voulu aussi qu'on mette... Ah, vous avez des mis mots- les mauvaises critiques aussi. Eh bien oui, parce que j'ai voulu montrer qu'il y a des gens qui m'aimaient pas ce que je faisais, etc. Donc, et alors, ils ont évolué dans l'espace. Parce que au début, il y a des gens qui m'aimaient, après ils m'ont plus aimé, après il y a d'autres qui m'aimaient pas, et puis ils m'ont aimé. Alors voilà. Alors, Qu'est-ce qui fait que la vapeur s'est inversée à une période de votre vie? Non, si vous voulez, j'ai eu la chance de travailler avec Bourvil, Fernandel, Michel Simon, Serrault. Catherine Oh, ouais. Deneuve, Serrault. Serrault. J'ai fait 12 films avec Serrault, 12 films avec Blanche, Pas mal. 9 films avec Michel Londal, il y avait Catherine Noiret. Et puis un film dont on parle pas souvent, que moi je regarde souvent, parce que c'était mon ami de cœur, c'est Y a-t-il un Français dans la salle Ah ben oui, avec de Frédéric Victor, Dard, qui est un film formidable. Victor Lanoux et toute la bande, oui, il y avait tout le monde. Et puis Ce film est magnifique. Galabru qui était mon grand ami aussi, etc. Et j'ai connu tous ces artistes. Patrick en faisait partie. Hein, Patrick faisait partie de ces gens qu'on aimait voir au cinéma. Et maintenant, malheureusement, je suis un peu déçu parce que je tourne avec des gens que je connais pas. Je viens de faire une série avec des gens, mais
que j'ai jamais vu. Alors votre série, parlons-en, vous venez de terminer donc 66 épisodes d'une série policière, donc c'est pour la télévision. Voilà. Et c'est une série donc qui est inspirée des nouvelles d'Alfred Hitchcock, c'est-à-dire, racontez-nous. Mais voilà, en 1962, François Truffaut décide de faire un livre sur Truffaut. Sur Hitchcock. Hitchcock, ouais. Il me dit, on Chef-d'œuvre. s'en va à Hollywood, on s'en va voir Hitchcock, parce que moi je parle pas anglais, toi tu parles anglais, on va y aller. Mais il parle français, Hitchcock. Oui, mais on l'a su que quand je suis arrivé là-bas avec François, et alors, je me suis retrouvé dans la ville et j'ai passé mon temps avec la fille de Patricia Hitchcock, la fille d'Hitchcock. Et après, Hitchcock est mort et Patricia est venue à Paris rendre hommage à son père et elle me dit pourquoi tu continues pas la série. Et j'ai commencé la série en 93 avec Jacqueline Maillan. C'est elle qui a fait la première Hitchcock, ensuite Jean Poiret, ensuite Daniel Prévost. Et puis ça s'est arrêté. Et ça a repris avec Boringer et Michel Piccoli, Micheline Prel, Victoria Abril, et puis tout le monde, sauf lui, parce qu'il n'a pas voulu le faire. Et il faut raconter... Ah non, mais parce que j'ai eu tout le monde, tous les jeunes, Gaspard J'adore écouter Jean-Pierre. C'est tu passes Hitchcock à Eastwood. Il y a Gaspard Ulliel, Laurent Deutsch, Frédéric Diffenthal, tous ces gens-là sont venus travailler avec moi et ça m'a fait plaisir. Et les femmes aussi, Dominique Lavanant, Balasco, toute la bande. Combien de films en tout? 82 films et 66 films de 26 minutes. Et Emmanuel Macron vous a aidé à l'époque où il était ministre de l'économie. Voilà, l'histoire de Macron est bizarre. Je l'ai Télé. connu quand il avait 14 ans. Il n'était pas encore marié avec sa professeure de français parce qu'il l'a épousée quand il avait 19 ans. Elle a 25 ans de plus que lui, puisqu'elle avait 44 ans au moment où il l'a épousée. Alors pourquoi je le connais? Parce que j'ai fait un film en 1960 avec Aznavour, premier film de Charles. Ah ouais. C'est moi qui l'avais engagé avec Pierre Brasseur, Anouk Aimé et Paul Meurice. Et on a tourné à Amiens. Ce qui fait que plus tard, le cinéma d'Amiens me convoquait pour faire des conférences de ciné-club. Et qu'il y avait dans la face de la salle, il y avait Macron. Il était assis là. Et alors, il aimait le cinéma. Alors, il connaît mes films par le fait qu'il les voyait au ciné-club. Après, il a acheté mon coffret de pâté, etc. Et quand il est devenu ministre de l'économie, il m'a convoqué et il m'a dit « J'aime beaucoup vos films, il faudrait que vous fassiez... » Alors, il préparait sa campagne en marche. Alors il avait l'idée de faire un film sur sa campagne, comme l'avaient fait certains candidats. Et puis brusquement, il a eu l'affaire Pygmalion, il s'est rappelé l'affaire Pygmalion, etc. Il a dit, on va croire que j'ai trouvé du pognon, je sais pas où, pour faire ça. Donc on a abandonné le projet. Et depuis, c'est un peu grâce à lui que Madame Ernotte, qui est pas très gentille généralement, bon... C'est grâce à lui qu'effectivement que votre série... Je ne fais aucun commentaire. Alors, c'est elle qui m'a... Il a influencé, si vous voulez, avec Madame l'ancienne ministre de la Culture, qui est Axe du Sud, qui est un éditeur de Arles. Et alors, elle m'a aidé un peu pour faire cette fameuse série, sauf qu'ils m'ont pas donné de pognon. Ah bon? Ils m'ont puni en me disant, mais vous allez faire 30 films, mais... on vous donne pas d'argent. On vous donne 3 francs pour le faire. Alors, quand j'ai dû engager Boujna, toute la bande, tous les acteurs que j'ai pu avoir, Neil Aristrup, des types comme ça, qui sont venus travailler avec moi pour rien, pas presque rien, puisque j'avais presque rien. Donc, mais parce qu'ils vous aiment, Jean-Pierre. Mais elle n'a pas été très gentille. Mais Jean-Pierre Mocky... Cette série, elle est actuellement diffusée sur France Télé, sur Canal aussi, je crois. Oui, ça, alors Canal, alors Bolloré, c'est bizarre parce qu'on parlait des mécènes tout à l'heure. Et Bolloré est un mécène en soi. Et alors il m'envoie des lettres de temps en temps. Et de temps en temps, on m'achète un film à Canal, voilà. Merci Monsieur Bolloré. Alors Patrick Sébastien, parlons maintenant du One Man Show avec lequel vous êtes actuellement en tournée dans toute la France. C'est pas vraiment un One Man Show. C'est quoi alors? C'est difficile, c'est parce que j'ai 3 musiciens en acoustique, j'ai un grand écran, j'ai un banc sur lequel il y a un petit bonhomme de 8 ans qui est une réplique de moi quand j'avais 8 ans, et ça s'appelle Avant que j'oublie tout ce que j'ai jamais pu dire à la télé. Donc je me lâche pas mal dedans, ça se balade entre le rire et l'émotion, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui rient, je parle un petit peu de tout. Je parle de l'actualité, mais je parle de choses aussi diverses que l'alcool, que j'ai connu pendant des années. Il y a longtemps. Ouais, il y a longtemps. J'ai fête un anniversaire. D'ailleurs, aujourd'hui, ça fait 33 ans. C'est le Christ. Ça fait 33 ans que j'ai posé mon verre de whisky.
Et je me balade entre des choses très drôles et des choses très émouvantes. J'ai un sketch sur la police qui est très actuel puisqu'il s'agit du suicide d'un policier. J'ai une chanson sur la perpétuité réelle. J'ai j'ai mes rapports avec tous les hommes politiques, les présidents de la République que j'ai connus. Sur Chirac et Hollande, notamment. Ouais, où je fais des confidences. Certaines sont drôles, d'autres sont moins drôles. Je parle de ma dernière rencontre avec Chirac à la retraite, qui est très émouvante, de voir cet homme diminuer alors qu'il a été un des plus puissants du monde. Donc tout ça, j'entraîne les gens, c'est un pari nouveau pour moi. C'est leur expliquer, vous n'êtes pas venus pour écouter des chansons festives, vous êtes venus pour écouter des mots. Et étrangement, c'est peut-être ça la culture, effectivement, c'est d'apporter à des gens qui ne sont pas forcément venus pour ça, des poèmes, des choses, et des choses drôles aussi. Parce que je me balade de tout à tout. Et franchement, je tiens énormément à ce spectacle. On fait un carton parce que les gens ils sortent de là en me disant, certains on vous a découvert, ce qui est formidable à mon âge, puis ils me disent surtout vous nous avez dit la vérité. Et ça c'est très important. Non, c'est toujours ça, c'est-à-dire que l'extraordinaire empilement des thèmes et que les gens ne sont pas unidimensionnels. Vous n'êtes pas unidimensionnel. Tout à fait, mais moi je me suis battu toute ma vie pour ça. Je suis un saltimbanque. Moi je suis un saltimbanque, c'est-à-dire que j'ai choisi de tout faire et je me bats. Ce spectacle, c'est vraiment l'exemple type des a priori. Les a priori, c'est le cancer. Et je voulais dire que la même chose pour Mocky, parce que Jean-Pierre Mocky, moi ce qui m'a fasciné, je ne connais pas tous vos films, Dieu sait vous en avez fait, mais vous avez abordé tous les maux de notre société. Vous avez abordé le à mort l'arbitre, vous avez apporté tout. Mais c'est-à-dire, j'ai essayé, si vous voulez, de ne pas faire ce que faisaient les autres. Alors c'est un peu prétentieux. Il y a eu tellement de films. Vous savez qu'il y a eu 600 films par an depuis 1910 qui étaient valables. 600 films par an. Alors, vous voyez combien il y a eu de films, combien de sujets. Alors, pour trouver des sujets originaux aujourd'hui, après tout ce qu'on a fabriqué, il y en a toujours. Il y a 36 positions de l'amour, mais il n'y a que 36 situations dramatiques. Il n'y en a pas plus. Il y a la vengeance, on ne peut pas trouver plus. Alors, comment faire des sujets? On brode autour. Voilà. Tu sais, dans mon cabaret, j'ai des magiciens. La magie, elle repose sur 3 trucs seulement. La magie, elle repose sur disparition, apparition et substitution. Ce n'est que ça. Disparition, apparition, substitution. Et autour de ça, il y a des centaines de milliers de tours de magie. Il y a la présentation, il y a la musique, il y a la manière de tourner les choses. Je vais vous dire une chose, Patrick Sébastien et Jean-Pierre Mocky. Vous savez ce que vous êtes? Qui vous a défini? C'est Cocteau. Vous êtes des miroirs qui réfléchissaient. Voilà. C'est joli. C'est joli. Non, je pense qu'on est des résistants. C'est-à-dire que moi, je fais des chansons. Quand je commence à faire des chansons festives, genre le petit bonhomme en mousse et les serviettes qui font chanter dans les mariages des pauvres gens, des gens normaux, c'est parce que c'est pas à la mode. Je crois que c'est Cocteau aussi qui a dit qu'il fallait pas être à la mode. Je sais pas si c'est lui qui a dit ça. Tu sais, la mode. Juste un moment, avant une pause, on va réfléchir. Ce que le public te reproche, cultive-le. C'est toi. Exactement. Et oui, Patrick Sébastien, je suis à fond là-dedans. Et Jean-Pierre Mocky, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio avec André Berkoff. Et on sera toujours depuis le mythique café des Deux Magots, en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés. À tout de suite. Yes, what do these Americans? Quand les Américains, le monde entier, vient à Paris. Ils viennent où d'abord? Ils veulent retrouver Jean-Paul Sartre. Où? À Saint-Germain-des-Prés. Ils viennent où à Saint-Germain-des-Prés? Évidemment, aux Deux Magots. Et ils disent, what? Who is here? Patrick Sébastien will for his birthday. Yes! Arrêtez-le, enlevez-lui le rouge. Et oui, aujourd'hui, laissez-lui le fromage, enlevez-lui on célèbre votre anniversaire, Patrick, alors vous faites? Je déteste mon anniversaire, mais c'est bien pour vous faire plaisir. Mais je fais 32 ans, bien sûr. 32 ans, bien sûr. 65. Merci. Madame. J'ai un truc très étonnant d'ailleurs, c'est que ça se produit rarement dans la vie d'un couple. J'ai 65 ans, je suis né en 53 et ma femme a 53 ans et est née en 65. Faut que je souffle ça? Oui. Allez, ça fait plaisir de les souffler avec Mocky. Allez Mocky, vas-y.
il est capable de se préparer. Alors Patrick, pour célébrer votre anniversaire, eh bien, nous avons convié à votre table donc le Marquis de Sade, en la personne de l'écrivain Jacques Ravel. Bonjour Jacques. Alors dans un instant, vous allez tout nous dire sur cet écrivain maudit et subversif qui est magnifique. Ici, donc à Saint-Germain-des-Prés. Voilà, et qui a dit Patrick. Et qui a fini en organisant des pièces de théâtre entre les fous et tout ça. Non mais j'ai rêvé de jouer. C'est un truc dont on a beaucoup parlé avec Jacques Malater qui réalise les téléfilms avec moi. On voulait faire la fin de vie du Marquis de Sade. J'aurais adoré jouer Charenton. Charenton. Juste un Et mot. vous savez ce qu'il a dit, le Marquis de Sade, Patrick? Il a dit la bienfaisance est bien plutôt un vice de l'orgueil qu'une véritable vertu de l'âme. Voilà, vous êtes dans le vice de l'orgueil, Patrick. C'est pas idiot. Il a dit, c'est pas idiot d'ailleurs. Alors Jacques, dites-moi, juste je voudrais dire simplement que je vous demande à tous, et je dis ça aux auditeurs de Sud Radio et aux téléspectateurs, de regarder, ça a été filmé, cette pièce extraordinaire de Peter Brook sur l'assassinat de Marat par Charlotte Corday, à une pièce montée par Sade à Charenton dans l'hospice. Extraordinaire pièce. Mais alors, il est né ici vraiment à Saint-Germain-des-Prés. Il est né ici à Saint-Germain-des-Prés. Alors, si je vous dis un écrivain français, connu, lu, traduit partout dans le monde, et cité au moins une fois par jour dans une radio, une télé, un journal. Bon, vous l'avez déjà dit, alors effectivement, ça va être un petit peu difficile. C'était pas loin. Donatien. Si je vous dis un écrivain qui est né à Saint-Germain, François. à quelques pas des Deux Magots, et qui n'a ni avenue, ni rue, ni même une impasse à son nom. Ah ouais? Aucune. Bah, et je vous aide. Il mesurait 1m68. Alors, c'est pas Jean-Paul Sartre, hein, parce que Jean-Paul Sartre, c'est 1m54. Il était blond, Combien 1m54, Sartre. 54? Ouais. C'est tout petit. Il était blond, mais avec une fâcheuse tendance à se dégarder du front, mais pas autant que Boris Vian. Et il avait les yeux bleus, un peu vitreux, mais moins que Bec Bédé passé minuit. Bon, si vous l'avez reconnu, bien sûr, on ne cite jamais son nom, c'est bien connu parce que quand on parle du diable, le nom on le prononce pas. Pourtant, il s'agit de Donatien, Alphonse, François de Sade, né à l'actuel emplacement du théâtre de l'Odéon, et baptisé dans l'église Saint-Sulpice, avec l'excusé du peu, toute la haute noblesse du royaume. Une faveur qui va d'ailleurs pas durer longtemps, car à l'âge de 4 ans, c'est sa première aventure, le futur marquis, déjà caractériel, casse la figure de notre bambin, sauf que malheureusement pour lui, c'est l'héritier de la famille Condé, cousin du roi. Donc on envoie Sade en exil de la rive gauche, direction la Provence, où on espère que le climat, et surtout la confiture de figues, vont tempérer ses ardeurs. C'est mal le connaître, car de retour à Paris, alors qu'on le scolarise à Louis le Grand, on le surprend, et vous admirerez la grâce de la formule, l'emmène dans une braguette qui n'est pas la sienne. Ah, c'est joli. Louis le Grand, c'était l'établissement réputé à l'époque. Le plus réputé, qu'il est toujours. Bon, évidemment, nouvel exil du quartier Saint-Germain, on le retrouve en Provence, et là il tombe amoureux. Une délicieuse et pure jeune fille, elle s'appelle Laure Victoire Adeline de Loris, on fait pas dans la modestie à l'époque. Sade en est très épris, la jeune nymphe, il la comble d'amour, et elle le comble de cadeaux, puisqu'elle lui transmet sa première maladie sexuellement transmissible. Bien. Pas de chance. Autant dire que pour la famille de Sade, la coupe est pleine, on décide donc de le marier. Et comme chaque fois qu'il est rive gauche, ça tourne mal, on lui fait franchir la Seine, et on va le marier dans le quartier de la Madeleine. Alors, la nouvelle épousée, elle s'appelle Renée Pélagie de Montreuil, et son principal avantage, il faut bien l'avouer, c'est qu'elle est riche. Très riche, parce que pour la subtilité intérieure, c'est pas vraiment Marie Curie, et pour le physique, elle est plutôt taillée comme Garou. On comprend que dans ces conditions, Donatien soit tombé amoureux ailleurs. Le seul problème, c'est que la nouvelle élue de son cœur a 17 ans, qu'elle est religieuse, et manque de chance, c'est aussi sa belle-sœur. Qu'à cela ne tienne, quelques lettres bien troussées, quelques jupons retroussés, et on retrouve les tourtereaux intensément lacés à Venise. Cette fois, c'est trop. D'autant que Sade a quelques autres pécadilles à se reprocher, ou presque rien. Des jeunes filles à la vertu un peu hésitante et qui ont subi les assauts un peu trop empressés du marquis. Résultat, une dizaine ont fini à l'hôpital. Bref, on comprend mieux pourquoi tout le monde est d'accord pour mettre ça dans l'ombre. Sauf que le rusé renard, vous l'imaginez bien, ne montre plus l'ombre de son museau, et qu'il s'est prudemment retranché en Provence, dans son château fortifié de Lacoste. Alors pour la pâter, on lui annonce que sa mère est mourante. En fait, c'est un traquenard, car la malheureuse est déjà passée de vie à trépas. Et Sade se précipite à Paris et s'installe ici, dans le quartier Saint-Germain, à 2 pas derrière nous, à l'angle de la rue Jacob et de la rue Saint-Benoît. L'immeuble existe toujours, et c'est là que le marquis trouve refuge. C'est aussi là que sa vie bascule, car au petit matin du 13 février 1777, il est arrêté par la police.
il ne reverra jamais Saint-Germain, car pour lui va commencer une vie d'exception, de record même. Sade, c'est l'écrivain qui a été enfermé sous 3 régimes politiques successifs. La royauté, la révolution et l'empire. Il n'y a que lui, qui a cumulé près de 30 années de détention. Et qui a été condamné, excusez du peu, 2 fois à mort. Une fois sous Louis XV et une fois sous Robespierre. Il a échappé à la mort dans les 2 cas. Chaque fois. Un véritable Guinness des records que Sade, et une œuvre littéraire qui faisait s'évanouir Napoléon quand il a lu. Mais qui aujourd'hui est publiée dans la prestigieuse collection de la Pléiade, qui, je vous le rappelle, a pour particularité d'utiliser un papier très fin, très moelleux, très soyeux, qu'on appelle le papier Bible. Vous avouerez quand même que publier l'enfer sur du papier Bible, c'est quand même le nec plus ultra de la notoriété. Et pourtant, ici à Saint-Germain, nulle rue Donatien, pas dame du Sade, encore moins d'impasse des 120 journées de Sodome. Décidément, nul n'est prophète en son quartier. Ah, c'est bien. Bravo Jacques. Merci Jacques. Donc Saint-Germain-des-Prés est donc un quartier sadien, on l'aura compris. Et c'est vrai qu'il a fini chez les fous. Ah oui, il a fini À Charenton, Justement, on voulait, avec Jacques Malater, on voulait écrire ces derniers jours qui sont très intéressants. Mais oui, passionnant. Il a mis des scènes en pièces, il y a des pièces en scène, en faisant jouer les fous avec lui. Mais on Il pourra est parler. décédé- D'ailleurs, il est je décédé à la comprends Ville pas de que Charenton, Jean-Pierre Mocky. Il est mort à la ville de Charenton. Il est mort, Oui, il est mort à Charenton. Un film Jean-Pierre sur Mocky, vous n'avez pas fait un film sur Sade, vous, Jean-Pierre? Figurez-vous qu'il y a des acteurs qui ont voulu faire le rôle de Sade, en particulier Vincent Cassel. Oui. Il voulait jouer le rôle de Sade, Non, mais... La philosophie dans le boudoir, Jean-Pierre, c'est ça Oui, qu'il mais fallait mon faire. ami Roger Vadim Oui. a fait un film sur Sade. Ça s'appelait Le vice et la vertu. Oui, Mais enfin, c'était pas... Paix à Roger Vadim et paix à ses cendres, il n'était pas extraordinaire ce film. C'est moins compliqué. Non, mais il a essayé, ils ont essayé. Alors peut-être à cause de ça, les producteurs n'ont pas voulu se lancer sur Sade. Mais d'ailleurs, la censure serait intervenue parce que Sade a une vie tellement exceptionnelle sur ce plan-là que... Mais vous aussi. Mais vous aussi. Patrick Sébastien. Vous aussi, Jean-Pierre Mocky. Vous avez Alors- une vie fabuleuse. Patrick, je voudrais revenir à votre livre parce que dans votre livre, vous entretenez un dialogue mystique et très original avec votre maman. Avec ma mère, ouais. Et ça m'a bouleversée. Alors votre maman, je sais que vous étiez très attaché à elle. Elle est partie il y a une dizaine d'années, je Ouais, crois. j'en parle beaucoup sur scène parce que Ouais. tu sais, sur scène, je parle de synchronicité. Tu sais, les synchronicités, c'est Ouais. des dates qui se rejoignent et qui sont étonnantes. J'ai des choses absolument étonnantes, moi, dans ma vie. Et la plus belle des synchronicités, c'était avec ma mère. Ma mère, je vais commémorer l'anniversaire de sa mort dans quelques jours. Ma mère, elle avait 2 idoles. C'était De Gaulle et Kennedy. C'était ses 2 idoles. Elle était folle de De Gaulle et Kennedy. De Gaulle est né le 22 novembre 1890. Kennedy est mort le 22 novembre 1963. Entre les 2 dates, il y a 73 ans. Et ma mère est morte à 73 ans, un 22 novembre. Et ça fait partie des choses Chiffres, irréelles ouais. auxquelles je crois. J'en parle beaucoup sur scène. Je vais même te dire un truc, tout à fait sincèrement. Moi, cette présence, je la ressens. Je vois pas de fantômes, j'entends pas des voix. Mais je pense que ce qui s'est passé avec la télé, là, je vivais tellement mal la malveillance des gens autour de moi que je pense que de là-haut, il y a quelqu'un qui a dit « Il se fait trop chier, on va le pousser dehors, sinon il partira pas. » Et vous je pense pensez que c'est un votre main cadeau. Ah. Je pense que c'est un cadeau de ma maman pour dire « C'est pas toi, arrête de serrer les dents pour les autres, et va-t'en ailleurs. » J'en suis même persuadé. Parce que le jour où j'ai appris ça, je suis rentré chez moi, et dans mon jardin, il y avait une espèce d'oiseau qui m'a fait chier pendant 1 heure et qui est revenu tous les soirs, toutes les nuits à 3 heures du matin. Le même oiseau qui était rentré dans ma maison pendant que j'écrivais le livre sur elle. Donc je crois, effectivement, Qu'elle vous à protège. ces choses. Ah bah oui, évidemment. Je crois que et c'est pour ça qu'on a intérêt à être bienveillant sur Terre. Je crois ça. Pour moi, Dieu, c'est la somme de toutes nos bienveillances réunies. Et je crois que les absents nous protègent, oui, effectivement, ils sont autour de nous. Maintenant, c'est ma croyance personnelle. On en fait ce qu'on en veut. Mais c'est très beau. C'est très, très, Mais je très crois à beau. ça. Et je suis content et on est à l'ombre de l'église. Hein. Moi, Saint-Germain-des-Prés. ils ont amené mon vieux Là. Carlos. Oui. Et c'est là, attends, je vais finir là-dessus quand même. Quand Barclay est mort, ils ont fait une grande messe. Tout en ici, blanc. 800 personnes en blanc. Et Eddie Mitchell est monté. Et il a dit, tu sais, Barclay, à l'heure où on te part, t'es déjà au paradis.
Je pense que Saint-Pierre t'a accueilli, mais heureusement pour toi et pour nous, il n'y a pas que Saint-Pierre, il y a Saint-Pourçain, Saint-Amour, Oui, Saint-Émilion. Saint-Émilion. Et Sainte un tel, et Sainte une telle, et Sainte une telle. J'en ai fait 3 ou 4 mariages quand même. Dédits. Patrick, je voulais juste vous Comment on peut être nostalgique, André? un mot sur revenir à votre maman qui s'appelait vous l'appeliez Dédé. J'ai jamais appelé maman. Voilà, c'est la question que je voulais vous poser. Pour quelle raison Je sais pas, Vous l'appelez maman depuis qu'elle est décédée, Ouais, en fait. on avait un lien bizarre, tu sais. Moi, je suis né dans un petit village de Corrèze en 53, bâtard. C'était pas comme aujourd'hui, c'était du pagnol, mon histoire. C'était vraiment du pagnol. Elle travaillait à l'usine. J'aurais pas dû naître le 14, j'aurais dû naître le 13. Mais à cette époque, les filles mères étaient traitées comme des parias, on les mettait dans des chambres à part. Et il y a une bonne sœur qui lui a dit, vous avez fait une faute, il va falloir souffrir. Donc j'aurais dû naître le 13. Et donc je suis né le 14 parce qu'on a dit à ma mère, il faut que tu souffres. Voilà. Et donc quand tu nais avec ça, et quand après ma mère me dit, tu vois, quand j'allais faire le ménage chez les notables, ils me passaient la main au cul. Et puis les gitans et les voyous m'ont jamais passé la main au cul. Ça te forme pour le reste de la vie. Tu vois, la guitare que j'ai là, c'est pas une déco, hein. On est des gitans dans l'âme. C'est-à-dire que ces gens-là qu'on mettait sur les places des villages et qu'on disait cassez-vous, vous avez rien à faire ici. Eh ben, je fais partie de ça. Et puis je suis fier de ça. Donc je suis fidèle à notre mémoire, à tous les deux, à tout ça. Et c'est pour ça que je suis content je crois que la plus grande fierté que j'ai, c'est pas d'avoir réussi dans ce métier, c'est que d'y être rentré, d'avoir à peu près marché et de pas avoir changé. D'être aussi con que quand j'avais 8 ans ou 9 ans et aussi révolté que quand j'avais 8 ans et 9 ans. Je sais pas faire. Mes genoux sont allergiques à la moquette et pour les amabilités buccales, je suis fragile des cervicales. Donc, merci Patrick Sébastien, merci Jean-Pierre Mocky, merci Monsieur Jacques, Mocky. merci Monsieur Mocky. Alors quelques événements à rappeler qui vont se dérouler donc en décembre au Demago, bien dans le cadre du lundi des écrivains le 3 décembre à 18h30, débat et signature avec Charles Berling qui vient de publier donc Un homme sans identité. Le 6 décembre, c'est la sortie donc du nouveau livre des Demago aux éditions du Cherche-Midi, et du 10 au 23 décembre, ce sera une exposition des toiles du peintre Jean-Marc Brunet sur le thème correspondance picturale. Patrick Sébastien, Patrick, donc je rappelle que votre livre Si on était bienveillant est sorti chez XO Éditions et que vous êtes donc actuellement en tournée dans toute la France avec votre One Man Show. Avant que j'oublie, et ce soir donc vous serez à La Beige. Je suis à La Beige, à côté de Toulouse. Et juste un truc, le 31 décembre, on a enregistré le 31 décembre l'émission, le dernier plus grand cabaret du monde qu'on a enregistré. J'ai dû quitter le décor. Regardez l'émission et une fois que vous aurez vu les 140 artistes pendant 4 heures, et regardez tout le reste de la télévision et expliquez-moi pourquoi une émission comme ça va disparaître. C'est tout. Merci à tout le monde. André Berkoff, on se retrouve sur Sud Radio donc de lundi de 12h à 13h et vous serez donc dans tous vos états comme tous les jours sur Sud Radio. À suivre donc Jacques Pessis. Et le bouquin de Jean-Pierre qui est Et oui, alors, et le livre. Dernier mot, pour les fêtes de Noël, je fais le Papa Noël au 25 rue de Bièvre. Adresse célèbre. Puisque c'était Mitterrand qui habitait là. Ouais. Juste à côté, je fais le Papa Noël en dédicaçant tous mes livres, mes DVD, mes affiches, mes photos. Voilà. D'accord, alors rendez-vous au 25 rue de Bièvre, je crois. 29. 29 rue de Bièvre. Et là, je serai là du 5 au 25 décembre. Voilà. Alors, merci Jean-Pierre. On viendra vous voir, André Berkoff. Donc on se retrouve lundi sur Sud Radio de 12 à 13h. Et tout de suite, donc c'est Jacques Pessis. Donc pour les clés d'une ville, reçoit Olivier Mine qui vient présenter son nouveau livre consacré au speakerine.